dans les ténèbres du 41e millénaire, où l'humanité lutte désespérément pour sa survie face à des menaces innombrables, une force primitive et brutale déferle sur la galaxie comme une marée verte impossible à contenir. Les orques, ces créatures massives à la peau verdâtre, ne connaissent qu'une seule vérité universelle, la guerre. Pas la guerre comme moyen politique, pas la guerre comme nécessité économique, mais la guerre comme expression pure et joyeuse de leur existence même. Pour un orc, le combat n'est pas un fléau à endurer, c'est l'essence même de la vie, la raison de se lever le matin et la plus belle des destinations finales. Mais ces brutes, apparemment primitives, cachent un secret qui remonte aux origines mêmes de la galaxie. Il y a plus de 60 millions d'années, durant un conflit si ancien et si titanesque qu'on le nomme simplement la guerre dans les cieux, une race d'êtres quasiment divins appelés les Anciens, que les orques nomment les Servo Boys dans leur légende, façonnèrent les armes biologiques ultimes. Face à la menace existentielle des Nécrons et de leurs maîtres, les Cthans, ces entités de métal vivant qui cherchaient à éteindre toute vie organique dans l'univers, les Anciens créèrent les Krorks. Imaginez des guerriers de 12 mètres de haut, vêtus d'armures exosquelettes d'une sophistication dépassant même celle des Space Marines de l'Imperium, dotés d'une intelligence tactique redoutable et d'une technologie qui aurait fait pâlir d'envie les plus grands artisans de Mars. Les Krorks n'étaient pas de simples soldats. Ils étaient l'incarnation même du concept de guerre perpétuelle, une espèce entière transformée en machine de combat autosuffisante. Chaque Krork portait en lui, encodé dans ses gènes mêmes, des millénaires de connaissances techniques et martiales. Ils combattaient aux côtés des Eldar, alors à l'apogée de leur puissance psychique, formant ensemble la dernière ligne de défense des Anciens contre l'inexorable avancée des légions Nécrons. Durant des éons, ils tinrent tête aux armées immortelles de métal, leurs hordes vertes déferlant encore et encore sur des mondes dévastés, leurs pertes constamment renouvelées par leur système de reproduction unique basé sur les spores. Mais la guerre dans les cieux s'acheva dans le cataclysme. Les Anciens furent détruits ou disparurent. Les Nécrons entrèrent dans leur long sommeil, et les Cthans furent brisés en éclats. Dans le vide laissé par ces titans disparus, les Krorks, privés de l'orientation de leur créateur et de l'aiguillon constant de la guerre totale, commencèrent à décliner. Génération après génération, siècle après siècle, millénaire après millénaire, ces guerriers parfaits de 12 mètres se réduisirent, s'abattardirent, perdirent une grande partie de leur technologie sophistiquée et de leur discipline collective. Les Krorks devinrent les orques que nous connaissons aujourd'hui, plus petits, plus primitifs, plus anarchiques, mais paradoxalement peut-être encore plus dangereux, car absolument impossible à éradiquer complètement. Aujourd'hui, au 41e millénaire, les orques sont probablement l'espèce la plus nombreuse de toute la galaxie. Ils infestent des milliers de mondes, des systèmes entiers, formant parfois de véritables empires orques, comme le royaume de Charadon ou l'empire d'Octarius. Chaque victoire impériale contre une horde orque n'est qu'une victoire temporaire, car les spores laissés par les orques morts germeront dans le sol, et dans quelques décennies, de nouvelles tribus sauvages émergeront de forêts et des déserts pour terroriser à nouveau les colons humains. L'Imperium a développé des protocoles d'exterminatus complets, uniquement pour tenter d'éradiquer complètement les infestations orques des mondes conquis, brûlant l'atmosphère entière pour être certain de tuer jusqu'à la dernière spore. Et même ainsi, certains mondes considérés comme purifiés voient réapparaître des bandes orques feurales des siècles plus tard. La simple existence des orques pose une question terrifiante aux stratèges impériaux. Que se passerait-il si un chef suffisamment puissant et charismatique parvenait à unir toutes les tribus orques sous une seule bannière? Les calculs des technoprêtres de Mars sont unanimes et glaçants. Une telle horde écraserait toute opposition. L'Imperium tomberait. Les Eldar seraient submergés. Les Tau seraient engloutis. Même les Tyrannides, ces dévoreurs de mondes venus d'au-delà de la galaxie, trouveraient en face d'eux une marée verte capable de les combattre pour chaque monde, chaque système, avec un enthousiasme délirant. Heureusement pour les autres espèces de la galaxie, la nature même des orques les pousse à se combattre entre eux presque autant qu'ils combattent leurs ennemis. Un warboss qui devient trop puissant attire invariablement des rivaux jaloux qui chercheront à le défier et à prendre sa place. Mais de temps en temps, un chef vraiment exceptionnel émerge, et alors la galaxie tremble.
Pour comprendre pourquoi les orques sont une menace si persistante, il faut plonger dans les mystères de leur biologie unique. Au niveau le plus fondamental, un orque n'est pas réellement un organisme unique, mais plutôt une symbiose extraordinairement sophistiquée de deux formes de vie distinctes, mais intimement liées. La première composante est animale, rappelant vaguement les formes de vie à base de carbone que nous connaissons. Cette partie fournit la structure de base, les muscles, les os épais comme l'acier, le système nerveux rudimentaire mais étonnamment efficace. Mais c'est la seconde composante qui rend les orques vraiment uniques, un organisme fongique ou algéen qui imprègne chaque cellule du corps de l'orque, circulant dans son sang vert épais, proliférant dans sa peau coriace. Cette composante fongique accomplit plusieurs fonctions cruciales qui font des orques des adversaires cauchemardesques. Premièrement, elle permet la photosynthèse. Oui, vous avez bien entendu, les orques peuvent littéralement absorber l'énergie solaire pour se nourrir, comme des plantes. Leur peau verte n'est pas qu'une caractéristique esthétique, c'est une centrale énergétique vivante remplie de chlorophylle. Cela signifie qu'un orque peut survivre avec beaucoup moins de nourriture qu'un humain de taille équivalente. Bien sûr, les orques mangent quand même, et avec appétit. Ils adorent particulièrement les squigs, ces créatures rebondissantes qui font partie de leur écosystème. Mais ils peuvent techniquement survivre pendant des périodes prolongées avec juste de la lumière et un peu d'eau. Pour une espèce guerrière constamment en mouvement, constamment en campagne, cette capacité élimine l'un des plus grands défis de la logistique militaire, nourrir l'armée. Deuxièmement, cette symbiose fongique simplifie radicalement l'anatomie interne de l'orque. Là où un humain possède des organes complexes et fragiles, l'orque a des systèmes épurés, robustes, redondants. Leur foie peut filtrer des toxines qui tueraient un humain en secondes. Leur système immunitaire, dopé par les organismes fongiques, combat les infections avec une efficacité brutale. Ils n'ont pas besoin d'organes reproducteurs complexes car ils ne se reproduisent pas sexuellement. Cette simplification a un effet secondaire remarquable. Elle réduit drastiquement le nombre de blessures potentiellement mortelles qu'un orque peut subir. Un humain touché au cœur meurt. Un orque touché au cœur sera très en colère et probablement beaucoup plus dangereux. Il existe d'innombrables rapports impériaux de guerriers orques continuant à se battre avec des blessures qui auraient tué n'importe quelle autre créature. Crâne fracassé, membres arrachés, organes vitaux perforés. Un orque de 400 kg avec la moitié du crâne arraché par un tir de bolter peut encore vous étrangler avec vos propres intestins avant de finalement s'effondrer. Les capacités régénératrices des orques atteignent des niveaux qui défient la compréhension médicale impériale. Un orque gravement blessé, à condition qu'il ne soit pas complètement incinéré, peut survivre à des traumatismes incroyables. Leurs Pain Boys, ces chirurgiens orques qui opèrent avec une brutalité joyeuse et des outils qui ressemblent plus à des instruments de torture qu'à du matériel médical, peuvent littéralement recoudre un orque en morceaux et le remettre sur pied. Ils ont été observés en train de rattacher des membres avec du fil de fer barbelé, de remplacer des organes détruits par ceux d'autres orques morts, de greffer des parties mécaniques prises sur des machines détruites. Et ça marche. L'orque survit, se lève et retourne au combat, peut-être un peu bancal, peut-être avec une nouvelle collection de cicatrices impressionnantes, mais vivant et prêt à se battre. Mais le véritable génie biologique des orques réside dans leur système de reproduction. Les orques ne naissent pas, ils poussent. Tout au long de leur vie, mais particulièrement au moment de leur mort, les orques libèrent d'innombrables spores microscopiques. Ces spores, portées par le vent, lavées par la pluie, enterrées dans le sol, peuvent rester dormantes pendant des années, des décennies même. Puis, quand les conditions sont favorables, elles germent. Mais elles ne produisent pas seulement des orques, elles produisent un écosystème entier. Les premières créatures à émerger sont les squigs, ces boules de muscles et de dents qui servent de tout dans la société orque, de nourriture à animaux de compagnie en passant par munitions vivantes. Puis viennent les snotlings, les plus petites créatures orcoïdes, à peine intelligentes, mais capables d'entretenir les champignons et d'élever les squigs. Ensuite arrivent les gretchins, ou grottes, plus intelligents et plus débrouillards, qui construisent les campements rudimentaires et servent de main-d'œuvre esclave. Et finalement, après ce processus de maturation écologique, émergent les premiers orques proprement dits. Ce système de reproduction présente plusieurs avantages terrifiants du point de vue militaire. Premièrement, il est impossible à arrêter complètement. Vous
Vous pouvez massacrer chaque orque sur un champ de bataille, mais leurs corps mourants auront libéré des millions de spores. Dans 50 ans, ce même champ de bataille verra émerger une nouvelle tribu orque. Deuxièmement, il garantit que les orques arrivent toujours avec leur écosystème de support complet, nourriture, serviteurs, même leurs propres bêtes de guerre. Troisièmement, cela signifie que les orques n'ont jamais besoin de se soucier de la survie de leur espèce. Un seul orque survivant à un massacre peut, par ses spores, repeupler un continent entier en quelques générations. Et il y a un autre aspect fascinant de la biologie orque. Ils grandissent tout au long de leur vie, et leur croissance est directement liée à leur succès au combat et au respect qu'ils commandent. Un jeune orque, un youth, pourrait ne mesurer qu'1,50 m et peser 70 kg. Mais s'il survit, s'il accumule les victoires, s'il gagne le respect de ses pairs, son corps répondra. Il grandira. 2 mètres, 2,50 m, 150 kg, 200 kg. Un warboss vétéran peut atteindre 3 mètres de haut et peser 400 kg de muscles durs comme la pierre. Et cette croissance n'est pas qu'une question de taille physique. Elle s'accompagne d'une augmentation de l'intelligence, de la force de volonté et, curieusement, d'une certaine forme de charisme qui attire automatiquement les autres orques. Cette connexion entre succès et croissance crée un système de hiérarchie naturelle et brutale. Le plus gros orque est automatiquement le boss, parce qu'il est gros précisément parce qu'il a gagné suffisamment de combats pour mériter ce statut. C'est un système de gouvernance d'une simplicité et d'une efficacité darwinienne remarquable. La force fait loi, et la force se voit littéralement à l'œil nu. Au cœur de la menace orque se trouve un phénomène que même les plus grands érudits de l'Imperium ne comprennent que partiellement. Le Waaagh. Ce mot unique résume à la fois un cri de guerre, une migration de masse, une croisade religieuse, une tournée des bars intergalactiques et un génocide joyeux. Mais c'est aussi bien plus que cela. Le Waaagh est une force psychique réelle, mesurable, terrifiante dans ses implications. Contrairement aux autres espèces psychiques de la galaxie, les orques ne produisent pas de psykers individuels puissants dans le sens traditionnel. Au lieu de cela, chaque orque génère un faible champ psychique, presque imperceptible seul. Mais quand des orques se rassemblent en nombre, ces champs individuels se combinent, s'amplifient mutuellement, créant un champ gestalt psychique qui croît de façon exponentielle avec le nombre de peaux vertes présents. C'est le Waaagh, et sa puissance défie l'imagination. Ce champ gestalt accomplit plusieurs choses remarquables. Premièrement, il permet aux orques de reconnaître instinctivement la hiérarchie. Ils savent, sans avoir besoin de réfléchir, qui est le boss. Le plus gros, le plus fort, celui qui projette la présence psychique la plus imposante, est automatiquement reconnu comme le chef. Cela élimine la plupart des disputes de succession, bien que pas toutes, car les orques adorent les bonnes bagarres. Deuxièmement, le Waaagh agit comme un aimant psychique. Quand un warboss particulièrement puissant commence à rassembler une horde importante, le champ psychique qu'il génère collectivement peut être perçu par des orques à des années-lumière de distance. Ces orques ressentent un appel irrésistible, une envie profonde et instinctive de rejoindre cette concentration de leurs semblables, car là où il y a beaucoup d'orques, il y aura forcément de bons combats. Mais l'aspect le plus débattu et le plus troublant du Waaagh est son apparent effet sur la réalité elle-même. Les technoprêtres de l'Adeptus Mechanicus ont longtemps théorisé que le champ gestalt des orques possède un effet télékinétique ou de manipulation probabilité quantique. En termes plus simples, si suffisamment d'orques croient que quelque chose devrait fonctionner d'une certaine manière, cela fonctionnera effectivement ainsi, que les lois de la physique l'approuvent ou non. Cette théorie est née de l'observation que la technologie orque, qui semble n'être qu'un tas de ferraille assemblées au hasard, fonctionne remarquablement bien entre les mains des orques, mais cesse souvent totalement de fonctionner quand d'autres espèces essaient de l'utiliser. Prenons l'exemple le plus célèbre. Les véhicules rouges vont plus vite. C'est un fait accepté dans la culture orque. Un truc peint en rouge ira plus vite qu'un truc identique peint en bleu. Les rapports impériaux semblent confirmer cette observation impossible. Comment cela peut-il être ? La théorie dominante suggère que la croyance collective des orques influence subtilement la réalité via le Waaagh. Quand des millions d'orques croient fermement que le rouge va plus vite,
L'univers lui-même se plie légèrement pour accommoder cette croyance. De même, le jaune fait de plus grosses explosions. Le bleu porte chance. Le violet rend invisible. Ce qui explique, disent les orques avec leur logique imparable, pourquoi personne n'a jamais vu d'orque violet. Cependant, il existe un débat académique intense sur ce sujet. Certains xénobiologistes impériaux soutiennent une théorie alternative. Les mecs orques possèdent en réalité des connaissances techniques génétiquement encodées bien plus sophistiquées qu'elles n'en ont l'air, et ils modifient instinctivement leur création selon leurs croyances. Un mec peignant un véhicule en rouge pourrait inconsciemment le régler pour plus de vitesse, ajuster les ratios de carburant, optimiser l'aérodynamique dans les limites de sa conception chaotique. Le véhicule rouge serait effectivement plus rapide, mais pour des raisons mécaniques plutôt que psychiques. La vérité se trouve probablement quelque part entre les deux. Oui, la technologie orque fonctionne réellement sur des principes mécaniques valides. Mal façonnés, inefficaces, dangereux, mais valides. Mais oui aussi, le WAG semble donner à ces machines cette petite poussée supplémentaire qui les fait passer de « ne devrait pas fonctionner » à « fonctionne étonnamment bien ». C'est cette combinaison de génie mécanique instinctif et de manipulation psychique subtile qui rend la technologie orque si imprévisible et pourtant si efficace. Au centre du phénomène WAG se trouvent les croyances religieuses des orques. Ils vénèrent deux divinités jumelles, Gork et Mork. Gork est brutal mais rusé. Mork est rusé mais brutal. La différence subtile entre les deux est un sujet de débat théologique sans fin parmi les orques, souvent résolu à coups de poing. Gork représente la force pure, le combat rapproché, écrasez vos ennemis de face avec une violence écrasante. Mork incarne la ruse, les tactiques non conventionnelles. Frappez votre adversaire quand il ne regarde pas, bien qu'avec un gros gourdin, pas un couteau dans le dos, car même la ruse orque reste fondamentalement brutale. Ces divinités ne sont pas de simples concepts abstraits. Dans le warp, l'immatérium, dimension psychique qui sous-tend la réalité matérielle, la conscience collective des orques a donné naissance à des entités réelles, les échos psychiques de Gork et Mork, des dieux tulpas, formés par la croyance de milliards d'orques à travers la galaxie. On dit que ces entités divines se battent constamment entre elles, jamais tout à fait sûr laquelle des deux est Gork et laquelle est Mork, reproduisant ainsi les disputes théologiques de leurs adorateurs à une échelle cosmique. Quand un WAG atteint sa pleine puissance, les orques croient que Gork et Mork regardent, que les dieux eux-mêmes observent leurs enfants verts faire ce pourquoi ils ont été créés, se battre, conquérir, détruire. Cette croyance alimente le WAG, qui alimente la croyance, dans une boucle de rétroaction psychique qui peut atteindre des intensités apocalyptiques. Les seuls orques capables de manipuler consciemment le WAG sont les Weird Boys, ces psycheurs orques torturés qui servent de canaux pour l'énergie psychique ambiante générée par leurs frères. Être un Weird Boy n'est pas un don enviable. Ils absorbent constamment l'énergie psychique brute de tous les orques autour d'eux. Chaque bagarre de bar, chaque dispute, chaque bataille génère des vagues d'excitation psychique qui s'accumulent dans le crâne du pauvre Weird Boy comme de l'électricité statique. S'il ne libère pas cette énergie régulièrement, sa tête explosera littéralement, dans une détonation psychique qui fera aussi exploser les têtes de tous les orques à proximité immédiate. Pour cette raison, les Weird Boys sont généralement traînés de force sur les champs de bataille par des gardiens musclés, pointés vers l'ennemi et encouragés vivement à vomir leur énergie accumulée sous forme d'éclairs psychiques dévastateurs. Certains Weird Boys, appelés Warpheads, développent une addiction à cette décharge d'énergie et cherchent activement les batailles pour ressentir ce frisson. Mais la plupart des Weird Boys passeraient volontiers leur temps aussi loin que possible de tout autre orque, essayant désespérément de trouver un peu de paix et de silence psychique. Quand un WAG atteint son apogée, dirigé par un warlord vraiment exceptionnel comme le légendaire Ghazghul Mag Uruk Traka, il peut consumer des secteurs entiers. Des millions d'orques convergent, des flottes entières de vaisseaux rafistolés traversent le warp attirés par l'appel psychique, des mondes entiers sont submergés sous une marée verte hurlante. Et le plus terrifiant, chaque victoire alimente le WAG, le rend plus puissant, attire encore plus d'orques. Un WAG victorieux peut croître de façon exponentielle, jusqu'à ce qu'il ne reste littéralement plus rien à conquérir. Seulement alors,
Privés d'ennemis externes, les orques se retournent les uns contre les autres, et le WAAG se fragmente dans une orgie de violence interne qui éparpille les tribus survivantes aux quatre coins de la galaxie, semant les graines de futurs WAAGs. Si vous demandez à un orque comment fonctionne son arme, il vous regardera probablement avec confusion avant de vous répondre quelque chose comme « Ben, tu appuies sur le truc rouge et ça fait boum, c'est pas compliqué ». Cette réponse, bien qu'apparemment simpliste, cache l'un des plus grands mystères xénologiques que l'Imperium ait jamais rencontré. Comment diable la technologie orque peut-elle fonctionner? Observez un shoot à orque typique, leur équivalent du bolter impérial. C'est un assemblage chaotique de tubes métalliques sous des ensembles, de ressorts apparemment placés au hasard, de pièces manifestement récupérées sur 3 ou 4 armes différentes de manufacture totalement incompatibles. Le tout maintenu ensemble par ce qui ressemble à du fil de fer barbelé et de la chance pure. Il n'a pas de viseur digne de ce nom. Le mécanisme de chargement semble défier les principes basiques de l'ingénierie. Le canon est légèrement courbé. Par tous les calculs de la sainte logique binaire du Mechanicus, cette chose devrait exploser à la première utilisation, tuant son porteur et tous ceux dans un rayon de 3 mètres. Et pourtant, quand un orque appuie sur la détente, l'arme rugit et vomit un flot de projectiles qui déchiquettent tout sur leur passage. Elle fonctionne. Elle fonctionne bien. Elle fonctionnera pendant des années sans entretien autre que de lui donner un bon coup de marteau quand elle commence à coincer. La responsabilité de cette magie technique apparente revient aux Mech Boys, ces orques spécialisés dont les têtes sont remplies dès la naissance de visions et de connaissances qu'ils ne comprennent pas vraiment, mais qu'ils peuvent appliquer avec une efficacité troublante. Être un Mech Boy n'est pas un choix ni une profession apprise. C'est génétiquement déterminé, un cadeau des anciens encodé dans leur ADN, il y a 60 millions d'années. Dès leur émergence du sol, les jeunes Mech Boys voient le monde différemment de leurs frères. Là où un orque normal voit un tas de ferraille, un Mech Boy voit des composants, des possibilités, l'ébauche d'une arme ou d'un véhicule. Leur processus créatif est fascinant à observer. Un Mech Boy ne dessine pas de plan, ne fait pas de calcul, ne teste pas de prototype. Il prend un morceau de métal, le regarde quelques secondes avec un air vaguement perplexe, puis commence à souder, assembler, marteler. Ses mains bougent avec une assurance qui suggère qu'il suit un plan précis. Mais si vous lui demandez ce qu'il fait, il haussera les épaules et répondra quelque chose comme « Je sais pas, mais ça devrait marcher quand j'aurai fini ». Et contre toute attente, ça marchera. Cette connaissance instinctive s'étend à des domaines que même le Mechanicus trouve difficiles. Les champs de force personnelle, par exemple. L'Imperium a passé des millénaires à perfectionner la technologie des boucliers énergétiques, investissant des ressources incalculables dans la recherche. Un Big Mech peut construire un Custom Force Field en quelques jours à partir de morceaux récupérés, de générateurs à moitié fonctionnels et d'un tas de câbles brillants. Ce bouclier protégera non seulement le mec, mais tous les orques autour de lui, avec une efficacité qui fait grincer les dents aux technoprêtres quand ils doivent l'admettre dans leur rapport. Ou considérer les téléporteurs. La téléportation est une technologie exceptionnellement dangereuse et complexe, réservée aux Terminators de l'Adeptus Astarte et aux plus hauts échelons du Mechanicus. Les mecs construisent régulièrement des téléportas, qui projettent des escouades entières d'orques à travers le champ de bataille. Ces appareils ont un taux de défaillance terrifiant. Des orques se matérialisent parfois à l'envers, fusionnés avec le sol ou éparpillés sur plusieurs mètres. Mais ils fonctionnent assez souvent pour que les orques continuent à les utiliser avec enthousiasme. Le véhicule orque moyen est un témoignage mobile de ce génie chaotique. Prenez un truck, le transport de troupes de base. Il ressemble à ce qui arriverait si vous demandiez à un enfant de 5 ans de dessiner un camion, puis que vous construisiez exactement ce qu'il a dessiné, sans vous soucier de petits détails comme « est-ce que les roues sont de la même taille ?» ou « est-ce que ça a assez de freins ?» Les trucks orques n'ont souvent qu'un frein, et encore, parce que le mec avait un ressort supplémentaire qui traînait. Ils n'ont pas de ceinture de sécurité, concept totalement étranger à la mentalité orque. Leur direction est approximative au mieux. Ils n'ont certainement pas passé le moindre test de sécurité. Et ils vont vite. Ridiculement vite, dangereusement vite. Les Evil Sons, clan obsédé par la vitesse, construisent des véhicules capables de dépasser les véhicules de combat impériaux conçus pour la vitesse. Leur Warbuggy, construit littéralement à partir de châssis récupérés,
de moteurs qui ont l'air d'avoir été trouvés dans une décharge et de roues qui ne correspondent à aucun standard connu, rugissent à travers les champs de bataille dans un tonnerre de moteurs mal réglés et d'explosions occasionnelles, transportant des orques hurlants, armés jusqu'aux dents. Puis il y a les créations vraiment impressionnantes. Les Stompa, ces titans orques qui se dressent à 20 ou 30 mètres de haut, couverts d'armes assez puissantes pour raser une ville. Les Gargants, encore plus massifs, construits à l'image de Gork ou de Mork, selon les préférences théologiques du Big Mech constructeur. Ces machines colossales sont assemblées sans aucun des rites sacrés, des bénédictions du machine-esprit ou des précautions de sécurité que le Mechanicus considérerait comme absolument essentielles. Les mecs les construisent parce qu'ils ont eu une vision, généralement inspirée par Gork ou Mork pendant qu'ils dormaient après avoir trop bu de bière aux champignons. Le processus de construction d'un Gargant illustre parfaitement l'approche orque de l'ingénierie. Le Big Mech a une vision. Il commence à souder des plaques ensemble, utilisant comme matière première littéralement tout ce qui traîne. Vieux véhicules, morceaux de vaisseaux spatiaux crachés, occasionnellement des bâtiments entiers démontés pour leur structure métallique. D'autres mecs, attirés par le projet ambitieux, viennent aider, ajoutant leur propre touche créative. Un bras supplémentaire ici, une plus grosse arme là, peut-être un lanceur de roquettes quelque part parce que ça fait classe. Des semaines ou des mois plus tard, une abomination mécanique se dresse, défiant toutes les lois de l'ingénierie structurelle, et marche vers le combat dans un concert assourdissant de métal grinçant et de moteurs hurlants. La vraie question qui tourmente les érudits impériaux est: est-ce que cette technologie fonctionne parce qu'elle est réellement bien conçue malgré les apparences, ou fonctionne-t-elle parce que les orques croient qu'elle devrait fonctionner? Les technoprêtres se divisent en deux camps. Le premier camp, les réalistes, soutient que les mecs possèdent des connaissances génétiquement encodées extraordinairement avancées, et que sous l'apparence chaotique se cache une ingénierie fonctionnelle, même si elle est exprimée de façon grossière et inefficace. Leurs armes fonctionnent parce qu'elles sont réellement des armes, juste construites avec des tolérances terribles et une esthétique cauchemardesque. Le second camp, les ésotériques, propose que le champ psychique gestalt des orques influence réellement la réalité physique. Un shoot à orque entre les mains d'un orque fonctionne parce que l'orque croit qu'il devrait fonctionner. Et cette croyance, amplifiée par le WAG, convainc l'univers de se conformer. Mettez cette même arme entre les mains d'un humain, et elle cesse de fonctionner car l'humain, n'étant pas connecté au WAG, ne peut pas fournir cette poussée psychique nécessaire. La vérité est probablement, comme souvent, un mélange des deux. Oui, la technologie orque a une base fonctionnelle réelle. Les mecs savent instinctivement comment assembler des choses qui marchent, même s'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. Mais oui aussi, le WAG semble combler les lacunes, permettant à des choses qui ne devraient fonctionner qu'à 60% d'efficacité de fonctionner à 100% quand elles sont utilisées par des orques pleins de confiance. Ce qui est indéniable, c'est que la technologie orque, aussi chaotique soit-elle, pose une menace sérieuse. Un Death Dread, ces marcheurs bipèdes pilotés par des orques à moitié fous, enfermés dans un sarcophage, peut déchirer un char impérial en morceaux. Un Luta avec un Dev Gun volé et amélioré peut percer le blindage d'un Space Marine. Et un Big Mech particulièrement inspiré peut créer des armes si dévastatrices que des commandeurs impériaux vétérans pâlissent en les voyant déployés sur le champ de bataille. Comprendre la société orque nécessite d'abord d'abandonner toute notion de subtilité, de diplomatie ou de nuance. La civilisation orque fonctionne sur un principe d'une simplicité cristalline. Le plus fort commande, et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le défier en combat singulier. Cette simplicité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Elle élimine toute l'ambiguïté, toute la politique byzantine, toutes les manigances qui paralysent souvent les sociétés plus civilisées. Au sommet de toute communauté orque se trouve le Warboss, et il occupe cette position pour une raison très simple. Il est le plus gros, le plus méchant, et il a écrasé tous ceux qui ont essayé de prendre sa place. Un Warboss n'est pas élu, n'hérite pas de son titre, et ne l'obtient certainement pas par consensus démocratique. Il le prend, avec ses poings, ses armes, et sa volonté pure. Et il le garde tant qu'il peut continuer à dominer tous les challengers. Sous le Warboss se trouvent les Nobs, eux-mêmes des orques exceptionnellement grands et puissants.
Un nob pourrait être le boss de son propre mob, commandant peut-être 10 ou 20 boys. Les nobs servent de lieutenant du warboss, menant des sections de son armée au combat. Mais ne vous y trompez pas, leur loyauté n'est pas celle d'un soldat discipliné envers son commandant. C'est plutôt un respect pragmatique basé sur le fait que le boss est clairement capable de leur botter le cul s'ils essaient de le défier. Le jour où un nob pense pouvoir battre le warboss, il le défiera. C'est dans la nature orc. Les boys constituent la masse de tout warband orc. Ce sont les guerriers ordinaires, les fantassins verts qui forment la marée hurlante qui submerge les défenses ennemies. Mais ordinaire est un terme relatif quand on parle d'orc. Même un boy basique mesure près de 2 mètres, pèse 120 kg de muscles et d'os épais et peut arracher la tête d'un humain avec ses mains nues. Armés de slugaz et de chopas, leurs pistolets et leurs hachoirs, ils se jettent au combat avec une joie pure et sans mélange, braillant leurs cris de guerre éternelle. Wag! En dessous des boys, au bas de l'échelle sociale orc, grouillent les gretchins ou grottes. Ces créatures plus petites, maigres et lâches par rapport à leurs cousins massifs, servent de main-d'œuvre esclave pour les orques. Ils font tout le travail que les orques considèrent comme en dessous de leur dignité, ce qui est presque tout sauf se battre. Les grottes cuisinent la bouffe, nettoient les armes, conduisent les véhicules trop petits pour les orques, servent de main-d'œuvre dans les ateliers des mechs et de cobayes involontaires pour les expériences des Pain Boys. Étonnamment, la plupart des grottes semblent accepter leur sort. Oh, ils détestent leurs maîtres orques et complotent constamment pour obtenir un meilleur traitement. Mais ils reconnaissent aussi qu'être au service d'orques puissants offre une certaine protection contre le reste de la galaxie hostile. Un grotte intelligent, et certains le sont remarquablement, peut même prospérer, devenant un assistant précieux pour un Big Mech ou un Runterder superviseur d'autres Gretchins. Au-delà de cette hiérarchie de base, existe un système de spécialisation génétique, les Hot Boys. Ce sont des orques nés avec des aptitudes et des obsessions spécifiques. Nous avons déjà discuté des Mech Boys et de leur génie mécanique instinctif. Les Pain Boys sont leurs équivalents médicaux, nés avec une compréhension innée de l'anatomie orcoïde et un amour sincère pour la chirurgie, malheureusement accompagné d'un manque total d'empathie pour la douleur de leurs patients. Un Pain Boy considère qu'une opération est un succès si le patient peut encore se battre après, peu importe combien de membres ont été remplacés par des prothèses mécaniques brutales dans le processus. Les Weird Boys, ces psycheurs torturés, forment une autre catégorie d'Hot Boy. Puis il y a les Runters, qui élèvent et contrôlent les grottes et les squigs. Les Storm Boys, ces orques étranges qui adoptent volontairement quelque chose ressemblant vaguement à une discipline militaire, s'entraînant en formation et obéissant effectivement aux ordres, comportement si inhabituel que les autres orques les trouvent suspects. Et de nombreuses autres spécialisations plus obscures. Les commandos, experts en furtivité et sabotage. Les tankbustas, obsédés par la destruction de véhicules. Les lutas, fascinés par les armes lourdes. L'organisation sociale orc est également divisée en clans, de vastes affiliations culturelles qui s'étendent à travers les tribus et les systèmes. Chaque clan représente une philosophie particulière de la vie orc, marquée par des couleurs et des symboles spécifiques. Les goths, vêtus de noir, sont les puristes du combat rapproché, méprisant les armes à distance comme lâches, et préférant se battre au corps à corps, où un vrai orc peut regarder son ennemi dans les yeux en l'étranglant. Les Evil Sons, reconnaissables à leur amour du rouge, sont les fous de vitesse, obsédés par les véhicules rapides et par aller plus vite que tout le monde. Les Bad Moons, les plus riches des orques parce que leurs dents repoussent plus vite et qu'ils peuvent donc accumuler plus de tif, la monnaie orc, aiment les flingues brillants et les vêtements tape à l'œil. Les Blood Axe sont les plus controversés, considérés comme pas assez orques par les autres clans parce qu'ils utilisent des tactiques vaguement sophistiquées, incluant occasionnellement le camouflage et même des plans de bataille basiques. Certains Blood Axe vont jusqu'à commercer avec d'autres espèces, ce qui horrifie les orques plus traditionnels. Les Death Skulls croient fermement que le bleu porte chance, et que tout ce qui n'est pas cloué au sol, et même des choses qui le sont, est juste du butin attendant d'être pris. Les Snakebites rejettent la technologie moderne, préférant un style de vie plus traditionnel, avec beaucoup de bêtes de guerre et de rituels tribaux. L'économie orque mérite une mention spéciale pour son génie pragmatique. Les orques utilisent leurs dents, leurs tifs, comme monnaie. Cela résout élégamment plusieurs problèmes économiques. Premièrement, tous les orques ont accès à la monnaie puisqu'ils font constamment pousser de nouvelles dents. Deuxièmement,
Les dents se dégradent avec le temps, rendant impossible la thésaurisation à long terme et maintenant ainsi les prix stables. Troisièmement, cela crée une inflation naturelle contrôlée. Les orques plus gros et plus vieux ont plus de dents, donc plus d'argent, ce qui reflète leur statut supérieur dans la société. Une dent achètera une pinte de bière aux champignons. Un sac de dents achètera un buggy basique. Des centaines de dents peuvent acheter un battle wagon bien équipé. Cette simplicité sociale brutale cache une efficacité remarquable. Il n'y a pas de bureaucratie paralysante, pas de comités interminables, pas de corruption complexe, juste de la violence directe. Si un orc veut quelque chose, il le prend ou le gagne au combat. Si un orc pense qu'il devrait être le chef, il défie le chef actuel. Si une tribu pense qu'elle devrait posséder un territoire, elle l'envahit. Cette clarté darwinienne signifie que les ressources et le pouvoir vont toujours aux orques les plus forts et les plus efficaces, maintenant l'espèce dans un état de fitness évolutif constant. Voilà donc les orques dans toute leur horrible gloire. Une espèce d'ingénierie biologique créée il y a des éons pour être les guerriers ultimes, ayant survécu à leur créateur, à l'effondrement de civilisations galactiques entières et à 60 millions d'années de conflits continus. Ils sont probablement l'espèce la plus nombreuse de la galaxie. Ils infestent des milliers de mondes. Ils ne peuvent pas être raisonnés, ne peuvent pas être dissuadés par la peur, ne peuvent pas être achetés ou corrompus. Ils veulent une seule chose, la guerre. Et dans une galaxie qui brûle de conflits sans fin, les orques ne manqueront jamais de ce qu'ils désirent le plus. L'impérium de l'humanité, avec ses millions de mondes, ses innombrables armées et sa bureaucratie s'étendant sur 10 000 ans, considère les orques comme une menace existentielle de premier ordre, égale au tyrannide et au chaos lui-même. Et pour cause. Chaque victoire contre une horde orque n'est qu'un sursis temporaire. Les spores ont déjà été plantés. Dans quelques décennies, de nouvelles tribus émergeront. Des siècles après qu'un monde ait été purifié des orques, des guerriers sauvages sortiront des déserts et des forêts, portant des armes primitives mais aussi dangereux que leurs ancêtres technologiquement avancés. Les Eldar, avec leur sophistication psychique et leurs armes exotiques, craignent les marées vertes qui peuvent submerger même leur monde vaisseau fortifié. Les Tau, malgré leur technologie de pointe et leur doctrine de bien supérieure, ont vu des sphères d'expansion entières ravagées par des wags massifs. Même les tyrannides, ces locustes cosmiques qui dévorent des mondes entiers, trouvent en les orques un adversaire qui se battra joyeusement contre eux jusqu'au dernier, transformant des planètes en champs de bataille éternels, où ni l'un ni l'autre ne peut vraiment gagner. Et voici le cauchemar qui hante les stratèges de chaque espèce. Que se passerait-il si les orques s'unissaient? Pas temporairement sous un warboss charismatique pour un wag particulier, mais vraiment, définitivement, sous un seul chef suffisamment puissant pour maintenir l'unité même après la fin des combats. Les projections sont unanimes et terrifiantes. Une telle horde écraserait tout. L'Imperium tomberait en quelques années, submergé par des milliards de guerriers verts hurlants. Les Eldar seraient chassés de leur dernier refuge. Les Tau seraient oblitérés avant même de comprendre ce qui leur arrivait. Heureusement, la nature même des orques les protège de ce scénario. Leur instinct de se battre entre eux, leur système de hiérarchie basé sur le défi constant, leur joie pure de la violence, indépendamment de la cible. Tout cela garantit que les orques ne pourront jamais vraiment s'unir complètement. Un warboss qui deviendrait trop puissant serait défié. Une horde qui deviendrait trop grande commencerait à se fragmenter en factions rivales. C'est l'ironie ultime. La chose même qui fait des orques d'excellents guerriers, leur amour du combat, les empêche de devenir vraiment invincibles en les forçant à se combattre mutuellement. Mais de temps en temps, un orque vraiment exceptionnel émerge. Ghazghul Mag Uruk Traka, le prophète de Gork et Mork, est le plus récent et le plus terrifiant exemple. Après avoir survécu à une blessure à la tête qui aurait tué n'importe quelle autre créature, augmentée par la chirurgie brutale du légendaire Mad Dog Grotznik, Ghazghul se réveilla avec des visions divines. Gork et Mork lui parlaient, disait-il, lui ordonnant de mener le plus grand wag que la galaxie ait jamais vu. Et pendant des décennies, il l'a fait, menant 2 guerres massives pour le monde ruge d'Armageddon, attirant des millions d'orques de toute la galaxie à sa bannière. Même décapité par le Space Wolf Ragnar Blackmane, Ghazghul a survécu, son crâne abritant maintenant plus de métal que d'os, et a continué sa croisade. Le fait qu'il soit toujours en liberté,
rassemblant toujours plus d'orques, lançant son grand wag à travers la galaxie divisée par la grande faille, rempli d'une terreur froide quiconque comprend ce que cela signifie. Si quelqu'un peut unir les orques, c'est lui. Et s'il réussit. Mais nous n'avons pas à attendre ce jour hypothétique pour reconnaître la menace que représentent les orques. Ici, maintenant, à travers toute la galaxie, des milliers de wags plus petits font rage. Des mondes brûlent. Des populations sont massacrées ou asservies. Des armées entières sont englouties par des marées vertes hurlantes qui ne connaissent pas la peur, ne comprennent pas la défaite et considèrent la mort au combat comme la plus belle des fins possibles. Les orques sont la quintessence de la guerre transformée en espèce, la violence distillée en forme biologique, le conflit éternel donné chair, os et beaucoup trop de dents. Ils ne peuvent pas être négociés, ne peuvent pas être dissuadés, ne peuvent pas être complètement détruits. Tant qu'il y aura de la guerre dans la galaxie, et il y en aura toujours, il y aura des orques. Et ils continueront à hurler leurs cris de guerre ancestrale en se jetant dans chaque bataille avec un sourire aux lèvres. Wag! Et maintenant, mes amis, si vous avez apprécié ce plongeon dans l'univers brutal et hilarant des peaux vertes, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu et en vous abonnant. Vos commentaires et vos suggestions de futurs sujets sont toujours les bienvenus. Que Gork et Mork veillent sur vos combats, et à la prochaine pour plus de lore de Warhammer 40 000. À bientôt.